Donc, l'introduction, c'est en fait le contexte de… C'est un souvenir. C'est le souvenir, bon, c'était il y a tout juste 20 ans. Donc, il y avait un point commun pour moi à l'époque avec aujourd'hui, c'est que je n'étais pas catégoricien. Ben, je ne le suis pas vraiment devenu, mais j'en sais un petit peu plus sur la théorie des catégories aujourd'hui. Voilà, donc à l'époque, je ne savais même pas ce qu'étaient, par exemple, des foncteurs adjoints. Je ne savais rien du tout sur les catégories, mais ça m'intéressait d'explorer ce champ. Et en fait, à l'époque, ce que je faisais surtout, c'est que je jouais au Go. Bon. Et donc, au cours d'une partie de Go, comme à l'époque, j'enseignais aussi la connexité dans les graphes. Je connaissais bien sûr la connexité dans les espaces topologiques. Et tout à coup, je me suis fait la remarque que la connexité n'était pas forcément toujours, ne se rapportait pas forcément toujours à la connexité telle qu'elle est définie dans les graphes ou telle qu'elle est définie dans les espaces topologiques. Et en plus, je me suis rendu compte que même la connexité dans les graphes n'était pas forcément définie, ne coïncidait pas forcément avec la connexité donnée par une quelconque structure topologique sur les sommets du graphe. Bon. Et du coup, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de prendre la notion de connexité comme notion première. Et à partir de là, j'en ai fait un exercice pour un petit peu comprendre les catégories. Je me suis dit, je vais étudier la catégorie des espaces que je n'avais pas encore nommés à ce moment-là, mais qui seront les espaces connectifs. À savoir des espaces connectifs qui seront des ensembles de points munis d'une structure connective, c'est-à-dire, je vais le rappeler ici, ce que c'est qu'une structure connective, disons, caronde sur un ensemble X de points. Donc, c'est quoi? C'est un ensemble de parties telles que quand vous avez des parties, donc les parties de la structure sont dits connexes, les connexes, et telles que si on a une famille de connexes, donc on a des KI dans la structure avec une intersection non vide, alors on demande que l'union de ces connexes soit encore connexe. Bon, voilà, c'est juste ça. Et, voilà. Donc, et ça, alors, comme on va le supposer aussi pour une famille vide, ça fait qu'en général, dès que l'ensemble grand X est non vide, le vide, qui est l'union de la famille vide, sera toujours connexe. Et par contre, dans la définition, on ne suppose pas forcément que les singletons soient connexes. Et en fait, si on se limite à des espaces connectifs avec des singletons connexes, ça pose des problèmes. Ça limite un peu trop le propos. Bon. Donc, j'ai commencé à étudier la catégorie de ces espaces connectifs. Donc, un espace connectif, c'est un couple comme ça. Et puis, avec pour morphisme entre ces espaces, eh bien, les applications sur les ensembles de points sous-jacents qui respectent la connexité, c'est-à-dire qui transforment les connexes en connexes. Bon. Je me suis dit, voilà, c'est un exercice à la fois pour mieux comprendre ces choses-là et pour mieux comprendre les catégories. Et puis, alors, j'ai commencé à démontrer que les limites, les colimites existaient là-dedans. Et il se trouve que j'étais en lien, pas d'un point de vue mathématique, mais j'étais en lien avec Jean Benabou,
que je connaissais parce que voilà, j'avais un oncle qui avait été prof à Vincennes, puis à Saint-Denis, donc, et qui avait été collègue de Jean. Ils avaient sympathisé. Je ne me souviens pas exactement, mais je pense qu'ils avaient dû être dans le même parti politique. Il n'y en avait qu'un pratiquement à l'époque, en quelque sorte. Et puis, donc, ben, je me suis dit, voilà, ce que j'ai écrit là, je sais qu'il y a un catégoricien, je ne savais pas trop ce que c'était, encore une fois, je n'avais aucune idée de la théorie des catégories, mais je lui ai envoyé ce que j'avais écrit. Et là, il m'a dit, bon, il faut que je te raconte quelques trucs quand même. Et donc, il m'a fait effectivement des remarques, et la remarque principale, c'était que, d'abord la première remarque, parce que je n'avais pas vraiment trouvé de nom convaincant pour ces trucs-là, il m'a dit pourquoi tu ne les appelles pas des espaces connectifs. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je ne savais pas encore à l'époque que Connectivity Spaces était le nom précisément que Reinhard Burger avait donné à pratiquement la même chose dans les années 80. Hein. Bon. Heureusement, j'ignorais toute cette histoire parce que sinon, ça m'aurait peut-être découragé d'explorer la chose, je ne sais pas. Moi, ce que j'avais trouvé avant d'en parler avec Jean, c'est que lorsque l'on considère un ensemble X donné, eh bien, disons, l'ensemble des structures connectives, alors, je vais le noter comme ça. Je vais le noter comme ça. L'ensemble des structures connectives sur grand X est un treillis complet. Voilà, avec pour inf la structure connective discrète. Alors, dans le cas où on suppose que les points sont intègres, la structure connective discrète, c'est celle qui n'a pas d'autre connexe que le vide et les singletons. Dans le cas général, la structure connective discrète, eh ben, il n'y a que le vide qui soit connexe. Et puis, comme max de ce treillis des structures connectives sur X, eh bien, la structure connective grossière ou indiscrète pour laquelle tout est connecté. Bon. Et ces nominations de structures connectives discrètes et structures connectives grossières, elles se sont imposées de façon assez naturelle, assez évidente. Et voilà. Et ça, donc j'avais vu ça, et j'avais vu notamment la conséquence très importante de cela, qui est que lorsqu'on se donne un ensemble de parties, disons, comment je vais appeler ça, disons, pour un ensemble à ronde de parties de X, eh bien, il existe une structure connective, disons, minimale. Donc, disons, la plus fine. Donc, disons, K-ronde, qui contient A. Voilà. Et donc, alors je vais noter ça, c'est la structure connective engendrée par un ronde, et je vais la noter comme ça dans la suite. Donc ça, c'est la structure connective engendrée par un ronde. Bon,
Et puis, j'ai pris le temps de voir s'il y avait un procédé constructif pour obtenir cette structure connective la plus fine contenant un ensemble de parties dont on décide en quelque sorte qu'elles sont connexes. Et du point de vue de la construction, ben, on y arrive par une induction, un procédé disons, de récurrence à l'ordre oméga plus 1. Ça marche. Il faut prendre des unions de connexes ayant un point commun et le faire plusieurs fois, éventuellement une infinité de fois, et on obtient tous les connexes de la structure connective engendrée. Bon. Et donc, et puis j'ai commencé à montrer ça, à montrer que la catégorie, en fait, j'en considère deux. Il y a celle que je note CNC et celle que je note CNCT. Ça, c'est la catégorie des espaces connectifs avec les singletons connexes. Voilà. Et puis, au-dessus, c'est juste la catégorie des espaces connectifs. Donc, j'ai commencé à montrer que j'ai montré que ces deux grosses catégories sont complètes et co-complètes, en expliquant voilà, comment obtenir les produits fibrés, les noyaux, les conoyaux, voilà, les limites inductives, etc. Bon, alors, c'est ça que j'ai envoyé à Jean, et lui, alors, ce qu'il m'a dit, c'est en fait, ta démonstration, mais ça serait plus intéressant de la faire dans le cas général de toute une classe de catégories construites un peu de la même façon. Et c'est là, je crois, où j'ai entendu parler d'adjonction pour la première fois. Donc, voilà ce qu'il m'a dit. Si tu considères, je regarde un peu mes notes, là, il faut que je surveille le temps aussi. Donc, si tu considères, on va noter, mettons, grand S, la catégorie des treillis complets avec pour flèche je note comme ça la classe des flèches. Pour flèche, les applications qui préservent les bornes supérieures. Bon. Donc ça veut dire en particulier que ce sont des applications qui vont envoyer les 0 sur 0. Alors, on peut définir une catégorie, voilà. On peut définir pour une catégorie, une grosse catégorie, alors moi je pensais surtout aux ensembles, je la note grand X, mais ça peut être autre chose. Donc soit grand X, une catégorie. En pratique, en général, ça sera une grosse catégorie. Et on se donne un foncteur covariant, disons S, dans la catégorie des treillis complets avec les applications qui préservent les sup. Alors, à partir juste de ces données-là, on peut définir la catégorie que je vais noter grand X indice S. C'est comme ça que je note, je ne sais plus comment je vais noter. Oui, c'est ça. Donc, disons, est défini par ces objets et par ces flèches. Donc, elle a pour objet les couples X, disons X droit, X ronde, avec simplement X ronde qui appartient à S de X. Voilà. Donc, X ronde, ça sera
la structure. Donc, vous voyez que pour un ensemble, et grand X, c'est disons le support de cet objet. Et donc, pour un grand X fixé, l'ensemble des structures possibles, les X rondes, eh bien, constituent un treillis grand S indice X. Donc, ça, c'est le treillis des structures pour grand X. Et ça, c'est la structure considérée. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé ça donc, une catégorie à treillis de structure. Alors, il faut que je précise les flèches. Donc, une flèche d'un tel objet vers un autre est définie par le fait que c'est une flèche dans la catégorie grand X telle que, alors donc ce qu'on demande, c'est que donc ce que je vais noter F étoile, bon, on pourrait discuter cette notation. Donc ce que je note F étoile, c'est F étoile en bas, c'est l'image par le foncteur S de la flèche F. Et ça constitue donc une flèche dans la catégorie que j'appelle donc la catégorie XS. Attendez, là il y a un S qui a disparu. Donc, voilà la catégorie qui est construite par ce procédé. Et donc ça, c'est la catégorie, disons, construite sur grand X et structurée par le foncteur que j'appelle donc foncteur structurant grand S. Bon. Alors, il y a je parlais de foncteur adjoint, il y a une définition alternative. On peut de façon équivalente définir XS comme, disons, avec un foncteur contravariant grand T à valeur, non pas dans la catégorie des treillis complets avec pour morphisme les applications entre treillis qui préservent les sup, mais avec grand T, la catégorie. Bon, alors, moi je note comme ça les objets, je mets un point au-dessus. Hein. Bon, voilà. Donc, les mêmes objets que la catégorie grand S, c'est-à-dire les treillis complets. Et puis pour les flèches, donc pour les flèches, disons d'un treillis A vers un treillis B, ben, c'est l'ensemble des applications de A vers B qui préservent les infs. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à tout, disons, à toute application, disons, si F préserve les sup, il va avoir un adjoint à droite qui préserve les infs, voilà, et qui est défini de façon unique. Voilà. Donc, disons, il faut que je précise, si on a F, si F va de A vers B, voilà, il va y avoir un G qui va de B vers A dans la catégorie T et qui est en fait adjoint à droite à F. Et bon, c'est facile de construire ça. Et ça fait que les deux catégories S et T, en fait, sont duales l'une de l'autre. Bon. Alors, à partir de là, j'ai pu reprendre la démonstration de la complétude et co-complétude de la catégorie qui m'intéressait, donc de la catégorie des espaces connectifs.
En fait, là, si vous voulez, le résultat, ce que je viens d'écrire, là, c'est une réciproque du fait que c'est une réciproque dans le cas des treillis, du fait que quand un foncteur admet un adjoint à droite, il préserve les limites inductives, et quand un foncteur a un adjoint à gauche, il préserve les limites projectives. Car les applications F et G peuvent être vues comme des foncteurs, puisque les treillis entre lesquels ils opèrent, si on les voit comme des catégories, ça veut dire que ces applications sont des foncteurs, et voilà, c'est pour ça que je dis que F est adjoint à gauche de G. Bon, là, si je veux des notations cohérentes, j'aurais dû appeler celle-ci G. Voilà. Donc, pourquoi je dis une réciproque? Parce que, en général, l'existence d'un adjoint d'un côté entraîne la préservation des limites ou des colimites correspondantes. Mais là, il suffit que ce genre d'application admette préserve soit les inf, soit les sup, ce qui correspond donc à préserver les limites projectives ou les limites inductives pour avoir l'existence de l'adjoint. Bon. Et en plus, dans le cas présent, il est unique. Alors, à partir de là, ça entraîne, en fait, disons, on va avoir l'existence de 3 foncteurs entre x et xs, qu'on appelle xs ou xt, selon qu'on prend la définition covariante ou contravariante de la catégorie correspondante. Donc, il va y avoir 2 foncteurs dans ce sens-là. Je les appelle O et I. Le I ressemble un peu à un 1. Donc, O, en fait, c'est le foncteur discret qui donc est défini par le fait d'associer la structure discrète à tout objet de grand X, hein, c'est-à-dire que vous avez grand O d'un certain grand X qui va être la structure discrète sur grand X, c'est-à-dire le 0 du treillis Sx. Bon, et vous avez un foncteur qu'on peut appeler indiscret, foncteur ou grossier. Alors, en français, on dit grossier. Je crois que indiscret, c'est le terme consacré au niveau international, mais ça tombe bien parce que grossier et indiscret, c'est souvent synonyme. Et donc, qui est défini en associant la structure grossière à tout objet X, et automatiquement, les conditions pour avoir des morphismes, les conditions que j'ai écrites ici, par exemple, dans le cas covariant, ou dans le cas contravariant, ça va s'écrire X inférieur ou égal à F étoile de Y, en notant F étoile en haut, l'image par le foncteur structurant contravariant grand T de la flèche F. Donc évidemment, les 2 écritures qui sont là, ici et là, sont équivalentes. Ça exprime précisément l'adjonction entre les 2. Donc, voilà, on a ces 2 foncteurs. Et puis, il y a un foncteur dans l'autre sens qui correspond, on a parlé ce matin à un moment de catégorie concrète. Donc, il y a un foncteur d'oubli dans l'autre sens de xs vers x et qui consiste simplement à oublier la structure. Bon. Et alors, ce que l'on vérifie, c'est que on a cette double adjonction
le choix de la lettre I pour désigner le foncteur indiscret, c'est pas seulement que ça commençait par indiscret, c'est pas seulement que le I ressemble à un 1, c'est un 1 en chiffre romain, mais c'est que j'aimais bien avoir cette formule facile à mémoriser en français, oui. Voilà, ça m'encourageait. Bon. Et donc, le fait d'avoir ces adjonctions, ça fait que le foncteur d'oubli grand U eh bien, va préserver les limites d'un côté, va préserver les colimites de l'autre, et du coup, ça nous donne les limites et colimites dans la catégorie XS. Et alors, effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est, bon, pour des raisons de temps, je ne vais pas tout détailler là, mais donc, ce qui se passe, c'est que vous obtenez une limite ou une colimite d'un diagramme dans la catégorie XS en prenant la même limite ou colimite dans la catégorie de base grand X. Et au niveau des structures, eh bien, vous prenez les structures finales ou les structures initiales, selon qu'il s'agit de limites inductives ou de limites projectives. Et justement, les F étoile en bas et F étoile en haut, donc les images soit par grand S, le foncteur covariant structurant, ou par grand T, le foncteur covariant contravariant, pardon, structurant, s'interprètent comme des opérateurs de transfert de structure, c'est-à-dire que F étoile transfère directement la structure d'un espace de départ vers le but. Donc, c'est ce qu'on appelle une structure finale, tandis que le F étoile avec l'étoile en haut donne la structure initiale, c'est-à-dire, en fait, l'unique structure qui fait de F un... Pardon, c'est la structure la moins fine qui fait de F un morphisme. Bon. Alors, voilà, donc j'étais très content. J'ai beaucoup remercié Jean pour m'avoir... il ne m'a pas donné toute la démonstration, mais il m'a donné l'idée. Et c'était pour moi, c'était très encourageant. Et voilà, donc ça, je voulais témoigner de ce coup de pouce que m'avait donné Jean Benabou. Et en plus, très gentiment, il m'avait expliqué ça chez lui. Donc, j'avais pu voir certains des meubles en bois qu'il avait construits. Ça, c'est une chose que beaucoup de gens ignorent, c'est que Jean Benabou construisait des meubles et qu'il était très fort dans cette activité. Et en plus, il m'avait offert le thé et une petite tarte aux pommes. Donc, j'étais très content. Et c'était il y a tout juste 20 ans. Bon, alors, qu'est-ce que j'ai mis là? Là, donc, tout ce que j'ai écrit avant, en fait, c'était censé venir ici. Voilà, les deux catégories duales de treillis complet, la définition covariante avec un foncteur structurant, la définition contravariante avec un foncteur structurant mais contravariant. Le théorème de transfert, c'est ce que je viens d'expliquer. Et alors, des exemples, le premier, en fait, il y a plein d'exemples. Si on veut regarder les exemples les plus simples possibles, ce sera par exemple ce qu'on pourrait appeler la catégorie des prédicats, c'est-à-dire un couple constitué d'un ensemble et puis d'un sous-ensemble. Voilà, donc ça fait une catégorie. La structure est simplement donnée par un sous-ensemble. Bon, on peut penser à toutes sortes de treillis complets. Par exemple, si on prend
les fonctions sur X à valeur dans l'intervalle 0,1. Donc, les objets vont être des ensembles avec pour structure une telle fonction qui peut être interprétée comme une fonction d'appartenance. Donc, on obtient les ensembles flous. Voilà. Alors, bien sûr, on pense aussi aux espaces topologiques pour lesquels la structure est donnée par un ensemble de parties qu'on appelle ouvert, ou bien par un ensemble de parties qu'on appelle fermé, ou bien encore d'autres façons, par exemple en donnant l'opération d'adhérence ou même en donnant une opération de frontière. Bon. Donc, on obtient les espaces topologiques. Et puis, bien sûr, on obtient les espaces connectifs. Et puis, il y a beaucoup d'autres exemples. Par exemple, les espaces diphéologiques. Alors, les espaces diphéologiques, c'est très intéressant. Évidemment, lorsqu'on ouvre, par exemple, le livre de Patrick Iglesias-Zemmour sur les espaces diphéologiques, il prend le temps de montrer qu'il y a un treillis complet de structures diphéologiques pour tout ensemble support. Et donc, en particulier, il va y avoir la diphéologie discrète, la diphéologie grossière, etc. Et puis qu'on peut construire. Donc, c'est un peu toujours la même idée. Bon, et c'est ça que m'avait indiqué, Jean. Bon, alors, j'indique à ce stade de mon exposé, c'est-à-dire, il me reste quoi, 10 minutes ou plus, Anatole? Alors, en théorie, il te reste à peu près 5 minutes. En théorie, oui. Voilà. Bon. Donc, je mentionne juste, alors, je me suis rendu compte après coup, parce qu'au début, encore une fois, je ne connaissais rien de tout ça, que les catégories à treillis de structure correspondent à ce que Ehrlich et Adamek et Strecker ont appelé des catégories topologiques. Alors, pas exactement toutes les catégories topologiques, mais c'est les catégories topologiques à fibres petites. Voilà. Par ailleurs, René Guittard a attiré récemment mon attention sur la notion de topogenèse qu'il avait élaborée. Alors, j'avoue, je n'ai pas eu le temps de regarder vraiment ce qu'il en était. Parmi les topogenèses de René Guittard, il y a les espaces topologiques, mais il y a aussi les topologies de Grothendieck. D'où la question que je lui ai discrètement posée ce matin de savoir si pour une petite catégorie donnée, est-ce que l'ensemble des topologies de Grothendieck sur cette petite catégorie est un treillis complet? Ça paraît tout à fait plausible, mais enfin, ce n'est pas forcément évident à vérifier ou à contredire. Alors, comme les topologies de Grothendieck font partie des topogenèses de Guittard, au cas où elles ne formeraient pas un treillis complet pour une petite catégorie donnée, ça marquerait une différence nette entre les topogenèses et les catégories à treillis de structure. Je pense que sa notion est quand même plus générale, mais c'est pas. J'ai mis les références là, et ceux qui s'intéressent pourront aller voir ça. Alors, il me reste donc maintenant peut-être 2 ou 3 minutes pour aborder le point le plus important. Si vous voulez, moi j'ai été très impressionné par le fait que des catégories aussi différentes que les espaces topologiques, les espaces connectifs, je sais pas moi, les ensembles flous, les topologies floues ou la diphéologie, etc., que des catégories aussi différentes présentent une orientation commune, puisque les treillis sont orientés, disons, du discret vers l'indiscret. Cette orientation commune, que partagent des catégories aussi différentes les unes que les autres, oui, ça m'a impressionné. Et ça m'a tellement impressionné que je n'ai pas accordé tellement d'importance à ce moment-là au fait qu'il y avait quand même des différences considérables d'orientation
Il y en a une évidente entre les espaces topologiques et les espaces connectifs. Pour les espaces topologiques, plus vous avez d'ouvert, plus la structure est fine. Pareil, si vous le dites en termes de fermé, plus vous avez de fermé, plus la structure est fine. Alors que pour les espaces connectifs, plus vous avez de connexes, plus la structure est épaisse, on pourrait dire. Plus la structure est indiscrète. Et en fait, c'est nettement plus tard que j'ai retrouvé cette opposition d'orientation. Alors, de ce point de vue-là, les espaces difféologiques seront du même côté que les espaces connectifs, par exemple. Et ça, c'est en regardant les topos. Donc, j'ai défini, en fait, il y a 5-6 ans, il y a 6 ans déjà, oui, le topos d'un espace connectif. Et puis, j'ai montré donc que dans le cas fini, tout espace connectif fini est Morita équivalent à un espace topologique fini. Et leurs topos, ce sont des topos de préfaisceaux sur des ensembles ordonnés. Et alors, ce qui est très… Bon, là, je vais prendre un exemple. Je vais finir… excuse-moi, Anatole, si je déborde un tout petit peu. Je dois finir. Donc, je vais finir juste en illustrant cette différence d'orientation à partir de l'exemple d'un entrelac. Donc, si vous prenez cet entrelac-là, vous voyez les composantes orange, verte et violette de l'entrelac. Donc, elles sont connectées de quelle façon? L'orange n'est pas connecté au violet, on les sépare, et de même, l'orange n'est pas connecté au vert. Donc, en fait, comme pour n'importe quel entrelac, il y a une structure connective que j'ai représentée comme ça, en représentant par des rectangles ce qui est connecté, c'est-à-dire ce qui est non séparable. Bon, voilà. Et cette structure connective, elle peut être décrite par ce que j'appelle le graphe générique, dans lequel apparaissent les connexes irréductibles. Donc, les connexes irréductibles sont les connexes dont la connexité ne découle pas de la connexité des autres connexes, pour le dire, voilà. Donc, en fait, là, il y a tous les connexes, sauf le vide, qui n'est jamais irréductible. Et c'est sur la base de cet ensemble ordonné, ce graphe générique, qu'on construit, donc ça constitue un site. En l'occurrence, là, tel qu'il est, le graphe générique va simplement être le support du topos des préfaisceaux là-dessus. Et c'est ça qui va être le topos des faisceaux sur l'espace connectif considéré. C'est le topos des préfaisceaux sur le graphe générique. Dans le cas fini, hein, dans le cas fini, parce que dans le cas infini, il n'y a pas forcément de connexe irréductible. C'est indéfiniment décomposable. Éventuellement, ou pas, ça dépend. Mais ça peut effectivement être indéfiniment décomposable. Bon. Et donc, on obtient là un certain topos. Alors, les applications de restriction entre les ensembles associés au sommet de mon graphe générique, et bien évidemment, vont dans l'autre sens. Et donc, ça, avec les lettres majuscules, grand A, grand B, grand C, grand D et grand E et les flèches rouges entre eux, ça représente un faisceau, ça représente un objet du topos des faisceaux sur l'espace connectif. Bon, mais maintenant, quand on regarde l'espace topologique correspondant, qui lui est Morita équivalent, puisque j'ai dit que ça existait toujours, et en fait, si on se limite aux espaces topologiques sobres, il n'y en a qu'un. On l'obtient si on veut des ouverts comme ça qui soient en quelque sorte irréductibles, c'est-à-dire qu'ils ne soient pas l'union des ouverts qu'ils contiennent, il faut rajouter des points. Et donc voilà, je rajoute les points D et E qui vont être en quelque sorte des points imaginaires. Et donc voilà, on a le topos de cet espace topologique. C'est bien le même topos, mais ce qui est intéressant, ce sur quoi je voulais attirer l'attention, c'est qu'il y a une inversion de l'ordre générique, parce que dans l'espace topologique qui est là, les points A, B et C qui correspondent aux trois composantes de l'entrelac sont des points ouverts. Le point E,
qui, du point de vue connectif, est en quelque sorte générique de la connexité, est un point fermé. Et ce qui fait que du côté topologique, en fait, c'est en quelque sorte A, B et C qui sont génériques. Voyez cette inversion de la généricité. Bon, voilà. Alors, écoutez, je vais m'arrêter. Non, je donne juste une dernière chose que j'aime bien montrer, c'est que si vous partez cette fois de l'entrelac borroméen et que vous faites la même construction, l'espace topologique Morita équivalent que vous obtenez, pardon, il y a un petit bruit, ça vient de ma tablette graphique qui se connecte mal. Bon. Alors, donc l'espace topologique Morita équivalent à l'espace connectif dont la structure est celle de l'entrelac borroméen, cet espace topologique peut être ce que j'appelle représenté topologiquement, en l'occurrence par la fractale de Newton, c'est-à-dire qu'on voit bien les trois composantes, là, avec les couleurs correspondantes en rouge, en bleu et en vert, et le quatrième point, donc le point qui, d'un point de vue connectif, on pourrait dire, est générique de la structure connective, c'est-à-dire qui exprime le fait que les trois sont connectés, eh bien, du côté topologique, c'est un point fermé qui est ici représenté par l'ensemble de Julia, c'est-à-dire la frontière commune des trois bassins d'attraction, c'est la fractale de Newton. Voilà. Donc, ben, je finirai avec ça et je vous remercie. C'est drôle, quand un atoll applaudit, on n'entend rien. Bon. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Excuse me, my talk is next, and please don't worry, please continue. No, it's your time. No, it's your time. No, if there is any questions or anything, please don't stop. Okay. Avez-vous des questions? Bonjour. Avez-vous des questions? Bonjour. Bonjour. C'est Elena. Oui. Bonjour. Oui, j'ai plusieurs, mais on va parler tête à tête. Oui, j'ai plusieurs, mais on va parler tête à tête. Il y a un écho, il y a peut-être quelque part un haut-parleur qui fait... Il y a un écho, il faudrait... Moi, je suis en Roumanie maintenant et la communication ne marche pas bien. Je suis en Roumanie maintenant et la communication ne marche pas bien. Tu avais une question, Elena. Oui, mais on va parler une autre fois. Tu avais une question, Elena. Oui, mais on va parler une autre fois. Could I ask a question in English? Yes. Thank you for your talk. I'm particularly happy that you mentioned the early work of René Guittard and also of Reinhard Berger. Now, your talk involved topological functors, so maybe one could also mention the early work of Oswald Wieler, 1970, in the Archiv der Mathematik, where he introduces basically topological functors. So everything you said about your functor U, I think is in there. Okay. 1971, and he has a preprint of 1970, I think. Ok. Donc c'est à peu près la même époque que celle où René Guittard a commencé à avancer les topogenèses, puisque je pense que ta thèse, c'est au tout début des années 70, René. Oui. Merci. En fait, évidemment, bon,
il se trouve que j'ai fait pas mal d'histoire des mathématiques et c'est une chose extrêmement fréquente. Ce n'est pas toujours le cas, heureusement, mais c'est quand même très fréquent que d'autres personnes ont trouvé avant vous les choses auxquelles vous vous intéressez. Et dans le cas des structures connectives, je pense que vraiment on peut dire que c'est Hermann Brune donc en 1892 qui lance les espaces connectifs d'une certaine façon, en tout cas les espaces connectifs finis, et vraiment en relation avec les entrelacs. Puisque, en fait, le livre de Rolfsen sur la théorie des nœuds, je crois que c'est lui, Rolfsen, qui a donné le nom de entrelacs brunien, Brownian links, qui généralise le nœud borroméen. Mais ce qu'on ne voit pas dans ce livre de Rolfsen, c'est que si Brune a considéré des entrelacs comme ça, donc avec un nombre fini de composantes entrelacées, telles que si vous coupez l'une des composantes, tout se défait. Donc c'est comme le borroméen, mais avec n composantes. Mais Brune n'a pas considéré ces structures juste pour s'amuser. En fait, il voulait utiliser ça pour démontrer ce qu'on pourrait exprimer en disant toute structure connective finie peut être représentée par un entrelac. Et il n'a pas tout à fait réussi à le démontrer. Et ensuite, ça a été démontré finalement par un japonais, Kanenobu, en 1984. Mais c'est un résultat qui est très peu connu. J'avais discuté avec un grand spécialiste français de la théorie des nœuds, que je ne vais pas nommer, mais je me souviens qu'il m'avait dit, si ce résultat est vrai, donc il l'ignorait, alors vos espaces connectifs sont peut-être intéressants. Bon, donc, le résultat est vrai, mais il n'est pas très connu. Et bon, voilà, les espaces connectifs, effectivement, il y a eu Burger. Après, il y a toutes sortes de variantes plus récentes. Donc, je donne quelques repères historiques sur les espaces connectifs. Bon, je vais compléter ça, mais ça, voilà, peut-être là. Il y a un de ces textes où je donne un certain nombre de références historiques. Merci beaucoup. Pas d'autres questions?